Donc, ce qui a trait la page titre, on veut avoir la liste des dessins, comme vous avez fait en PEDEX, j'imagine, sur AutoCAD, vous aviez la table des matières, donc le numéro des pages, le titre des pages, le numéro de l'émission. Moi, j'ai inscrit la phase, donc le descriptif, si on veut, de l'émission, ça a été mis pour quelle raison? Donc, pour la phase préliminaire. Donc, chacune des émissions peut comporter une phase propre à elle. La date à laquelle on va remettre ou émettre cette phase-là, celui qui a dessiné, puis celui qui vérifie les plans. OK? Dans vos nomenclatures, j'en parlais un petit peu avec Albert tantôt, dans vos nomenclatures, vous avez des nomenclatures qui ont été nommées avec les étiquettes. OK? Puis vous avez des nomenclatures qui sont faites avec les symboles. Donc, deux principes de base pour faire les nomenclatures, pour mettre les étiquettes, les tags qu'on appelle sur nos différents éléments. OK? Donc, ça, je vais faire une capsule vraiment propre à ça. Je suis en train de la préparer pour vraiment. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de remarques là-dessus. Donc, je veux vraiment passer à travers les deux principes, les deux grands principes pour faire ces nomenclatures-là, puis ça va régler un paquet de problèmes que vous avez en cours de route. Donc, pour la phase préliminaire, c'est pas dramatique. Vous avez mis des étiquettes sur vos mobiliers. Vous avez utilisé un tableau. Vous vous êtes aperçu qu'il y en a certains qui apparaissaient, d'autres qui n'apparaissaient pas. Il y en avait qui avaient déjà des spécifications d'inclus dedans. Pourquoi? Parce que si on prend du mobilier système ou du mobilier acheté, bon, les fabricants là, vont inclure leur nomenclature à l'intérieur, donc vont mettre leurs spécifications. Donc, quand on va chercher sur leur site certaines familles Revit, ben, on va avoir cette information-là qui va être amenée avec. Donc, quand on parle du BIM, l'information du building ou de la maquette, ben, c'est un peu ça qu'on tend à avoir, c'est que contrairement à AutoCAD où on va mettre un M1 sur mon mobilier, puis c'est moi qui définis manuellement qu'est-ce que je veux avoir dedans, ben, on est loin de l'information générée par le fabricant parce qu'on peut écrire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, la section nomenclature par étiquette, il va aller chercher l'information qui est à l'intérieur des familles, puis les nomenclatures par symbole, c'est j'ai mis un symbole, puis c'est moi-même qui rentrais à l'intérieur, le fabricant, le modèle, la couleur, le fini, etc., donc manuellement. OK? Donc, un symbole, on revient un petit peu dans le temps, c'est comme dans AutoCAD, je mets certaines informations dedans, puis quand je sors le tableau, ben, il va aller chercher les informations que moi, j'ai mis dedans. Donc, deux principes, puis je vais faire vraiment une capsule là-dessus. Est-ce que ça va pour cette parenthèse-là? Ouais. Pour la liste des dessins, bon, ça aussi, vous avez déjà d'inclus dans votre nomenclature une liste des feuilles normalement. Si je me souviens bien, vous devriez avoir ça. Dans vos gabarits à vous, est-ce que vous avez un dessin d'ouvert à l'écran? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez comme liste nomenclature? Moi, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de liste de feuilles? J'ai liste des pièces, mais pas liste des feuilles. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas généré quelque chose. Non, en fait, ça vient avec le gabarit 2019, en fait. Vous devriez avoir la liste de symboles, liste des feuilles. Vous devriez avoir ça. Oui, liste des feuilles, symbole liste des feuilles. C'est ça? OK. Si je prends cette liste-là par défaut, bon, on me donne le numéro de la page, le titre de la page, puis vérifier par ou dessiner par. OK? Ce tableau-là, quand je l'incorpore à ma page automatiquement, ça me fait un tableau. Il manque quelques informations dedans. On peut en rajouter, évidemment. Moi, ce que je voulais faire, c'est que ce tableau-là ressemble un petit peu à la page titre, c'est-à-dire que je veux que mes sections soient soulignées, je veux que ça soit aligné avec mon texte, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une manuellement.
OK? Donc, ça aussi, je pourrais faire une capsule très précise là-dessus, mais par principe, une nomenclature, si je vais dans Vue, nomenclature, vous avez une section qui stipule, en fait, ou qui est appelée directement une liste de feuilles. Donc, cette nomenclature-là, quand je clique dessus, c'est à moi de choisir ce que je veux mettre à l'intérieur de ma liste de feuilles. Donc, évidemment, je vais mettre le numéro de la feuille, je vais mettre le nom de la feuille, je vais mettre la révision actuelle. Donc, la révision actuelle, c'est le numéro de la révision. Je vais mettre la diffusée par, non, je vais mettre plutôt, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre comme info? Vérifier par. Oui, absolument. Donc, je vais l'ajouter. On pourrait écrire La dessiner date. par. Dessiner par, oui. Puis, on pourrait mettre la date de la révision. OK? La révision actuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je vais ajouter une révision dans mes différentes feuilles, il va mettre la dernière qui va être active. OK? Donc, ça veut dire que si j'ai, à la phase préliminaire, évidemment, je vais avoir juste une révision. Il va mettre 1 comme numéro partout avec la date. Par contre, dans ma phase finale, ben, c'est bien possible que j'ai émis 2 fois une feuille, ben, il va mettre le correctif, puis il va mettre la phase actuelle directement dans ma liste de présentation. Donc, si j'ajoute mes différentes sections, c'est à moi, comme n'importe quel tableau, de placer dans l'ordre ce que je veux avoir. Donc, je vais mettre le numéro en premier. On va avoir le nom de la feuille ensuite. On peut mettre après ça la révision actuelle, la date de révision. Puis le descriptif de la révision, ça serait peut-être cool de l'avoir. Donc, on devrait avoir le descriptif de la révision. Donc, je vais l'ajouter ça aussi. Donc, c'est à moi de les positionner dans l'ordre que je veux les avoir. Ensuite de ça, je vais faire un tri comme on fait à l'habitude. Donc, on veut trier quoi? Les numéros de feuilles dans l'ordre croissant et mon tableau va être généré. Par la suite, je pourrais positionner mon texte comme je veux l'avoir. Est-ce que je veux qu'il soit centré? Est-ce que je veux qu'il soit... donc, ça va être à moi de définir comment je veux positionner mon texte et comment je veux encadrer, si on veut, les différentes cases. Dans le cas présent, si je regarde qu'est-ce qui a l'air présentement, ce tableau-là, donc ma liste de feuilles est ici, celle que je viens de faire. Donc, présentement, ça a l'air d'un tableau Excel, finalement. C'est peut-être pas vraiment ça que je veux obtenir au final. Bon, évidemment, le tableau, je peux agrandir les différentes cases pour que mon texte rentre à l'intérieur. Chaque titre pourra être édité, évidemment. Donc, je pourrais placer ce que je veux à l'intérieur, la façon que je veux l'avoir. Donc, exemple, ma première case, je veux que ça soit juste le numéro. Donc, pour ne pas avoir un titre trop long non plus. Titre, émission, phase, date, destinée, etc. Okay? Si vous apercevez que vous avez oublié une section, donc dans le cas présent, j'ai mis vérifier par, j'ai oublié de mettre dessiner par, ben, je vais retourner dans ma nomenclature pour aller ajouter un champ. Donc, je peux aller ici, cliquer sur champ et dire, OK, je veux avoir, moi, dessiné par, je veux l'avoir dans ma séquence, puis je veux qu'il soit l'avant-dernier, par exemple. Chaque changement va se faire de façon en temps réel et il va s'ajouter automatiquement dans ma liste. Chacune des cases est éditable, donc je peux ici aller mentionner finalement, alors moi je veux que ce soit la liste des dessins qui soient écrits, ainsi de suite. Donc chacune des cases peut être éditée. Oui, non, peut-être? Oui. Évidemment, le logiciel est assez intelligent. Il dit, regarde, tu en as déjà un qui s'appelle liste de dessins, donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. D'accord? Automatiquement, ma nomenclature va se déposer dans mon arborescence. Donc, évidemment, les noms sont importants puisque
la liste va être faite simultanément. Donc, il faut que j'entre le nom correctement. Donc, moi, j'en avais déjà un avec liste de dessin. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc, à moi de choisir comment je veux positionner mes éléments. Donc, dans ma case A, par exemple, je veux que ça soit écrit par la gauche. Je ne veux pas que ça soit centré. Donc, je peux définir, moi, comment il va être centré. Donc, l'apparence, ici, vous avez tous les choix pour centrer votre texte à gauche, à droite, etc. Vous pouvez même choisir la grosseur du texte. Donc, ici, j'ai mis Arial 332. Je vais, pour toute la colonne, je ne veux pas l'avoir tout en gras, donc je vais enlever gras. Par contre, le numéro de la feuille ici, je vais écrire en majuscule, puis je vais juste écrire numéro, donc je remplace le titre. Celui-là, par contre, j'aimerais ça qu'il soit en gras, donc je peux sélectionner une cellule, puis venir l'ajuster aux besoins. Okay? Donc, je peux faire ça pour chacune de mes différentes cases. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai, au lieu d'avoir vraiment une cellule qui est encadrée par une ligne, je voulais avoir tout simplement des lignes en haut et en bas. Donc, dans la section ici, bordure, j'ai enlevé les lignes latérales. Donc, ce que ça va faire, ça va enlever les lignes de chaque côté, mais ça va garder la ligne en dessous de votre texte. Okay? Donc, chacune de mes cases, je peux changer mes grosseurs de texte, mon style de texte, s'il est en gras ou pas, pour au final obtenir le résultat que j'ai ici. Donc, vous voyez, en enlevant les lignes de chaque côté de mes cases, j'ai seulement que la ligne en dessous de mon texte. Est-ce que ça va? Oui. Ce tableau-là, si vous remarquez, initialement, c'était écrit dans la page de présentation, liste des dessins avec du texte en dessous. Moi, je l'ai enlevé. Donc, je suis entré dans ma famille et je suis venu tout simplement positionner mon tableau à l'endroit où je voulais l'avoir. Okay? Donc, le but ici, c'est vraiment d'obtenir vraiment toutes ces colonnes-là, cette information-là à l'intérieur, puis on vient, ni plus ni moins, l'intégrer dans notre page de présentation. Est-ce que ça va pour la nomenclature? Oui. Oui? OK. N'oubliez pas, quand vous allez avoir inscrit dessinateur, vérificateur ou vérifié par, si cette information-là, elle est positionnée dans vos cartouches, ben, cette information-là va se répéter dans chacune de vos pages aussi. Hein? Donc, ça, c'est en lien avec les feuilles. Donc, l'information que j'ai inscrite ici, ça change automatiquement dans vos cartouches aussi. Okay? Donc, si cette information-là est répertoriée, elle va se corriger au fur et à mesure. Deuxième petit élément, en fait, c'est au niveau de la présentation de nos 3D. Donc, moi, j'en ai mis 2 ici sur ma page. Là, c'est libre cours à votre imagination pour positionner les trucs, mais je veux vous donner certains trucs pour vous aider parce qu'on s'entend quand on fait un 3D. Je vais aller dans mes vues, dans ma section 3D. Dans la nouvelle construction, évidemment, puisque je vais avoir tous les trucs. Donc là, moi, j'ai fait plusieurs vues, mais initialement, vous avez la vue 3D qui est celle-là. Okay. Comment on fait pour couper une certaine portion de notre 3D puisqu'on n'aménage pas toutes les tâches? Donc, on peut réduire, si on veut, recadrer notre vue 3D. Plusieurs qui me disaient, ouais, mais on peut utiliser la fenêtre de recadrage. Bien, la fenêtre de recadrage, si vous vous rappelez bien, ça recadre la forme de la fenêtre de présentation. Donc, si j'essaie de recadrer ma vue, malheureusement, ça ne va pas donner le résultat que je voudrais avoir. OK? Donc, cette fenêtre de recadrage-là, qui est bonne pour recadrer des plans en 3D, on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc, on va regarder dans notre tableau des propriétés de notre vue 3D, puis on va avoir une zone, en fait, de coupe.
Donc ici, si j'active ça, vous allez avoir une boîte de coupe qui va vous permettre, là, de recadrer votre vue 3D et vraiment en 3D à ce moment-là. OK? Donc, dans votre tableau des propriétés vue 3D, j'active la zone de coupe pour pouvoir la voir. Quand elle est positionnée à mon goût, vous pouvez la masquer dans votre vue pour ne pas la voir. Oui? Non? Peut-être? Oui. OK. Deuxième petit truc qu'on pourrait faire, en fait, évidemment, placer des ombres, etc. Dans votre gabarit, on a déjà placé une façon un gabarit de vue, si on veut, pour les 3D. Donc, si on regarde dans notre vue 3D ici, puis je descends un petit peu, donc dans la zone caméra, évidemment, moi, je veux la mettre en perspective. Donc, je ne veux pas l'avoir en mode orthographique, en fait, donc en orthogonal, je veux l'avoir en perspective. Donc, si je l'applique, ma vue perspective va s'afficher automatiquement. Là, je peux agrandir ma vue pour l'avoir au complet. Cette vue-là, vous pouvez l'orienter à l'aide de votre orbite ou votre souris. Donc, si je sélectionne un objet, puis je fais Shift, puis la roulette, ben, je peux changer l'angle de ma vue et la placer comme je veux. Une fois que ma vue est bien placée, là, je peux placer ma fenêtre de recadrage tout alentour pour que, quand je viens pour placer cette vue-là dans ma page, ben, la zone recadrée, c'est ça que je viens positionner dans ma page. Et c'est ce cadre-là qui va me permettre de définir la grosseur de mes perspectives en fonction de ma mise en page. Donc, j'ai recadré ma fenêtre de cadrage. Dernier petit point. Je descends. Donc, je suis toujours dans mes propriétés. Donc, j'ai passé de ma zone de coupe, après ça, ma caméra. Puis si je descends, j'ai des gabarits de vue que je peux positionner. Donc, je peux aller sélectionner, exemple, la vue en perspective. J'en ai, donc vous choisissez le type que vous voulez. Donc, on en a 2 ou 3. Ouais. Moi, celui que j'avais choisi, c'était celui-là. Et cette vue-là, je peux la glisser sur ma mise en page. N'oubliez pas qu'une vue, je peux la dupliquer, évidemment. Puis je peux juste modifier quelques petits trucs, puis je peux faire le nombre de vues que je veux avec ça. Donc, dans mon arborescence, je peux dupliquer pour faire une vue en celle que j'avais, la deuxième de l'autre côté, puis je peux en faire une en plongée aussi. Okay? Donc, on va avoir une vue du dessus, très simple. À partir d'une vue que j'ai ici, je l'ai dupliquée, comme on fait à l'habitude. Ma vue est dupliquée. Je passe avec mon petit cube, puis je viens tout simplement me placer avec la vue de haut. Et j'ai maintenant une vue en plongée qui est faite. Donc, multitude de vues que je peux générer à l'aide d'une vue 3D de base qui était faite. J'ai changé pour le mettre en perspective et je viens activer les différentes options pour pouvoir faire ma mise en page. Une fois que ça c'est fait, je viens les glisser sur ma page de présentation. Et chacune des vues que je viens glisser peuvent être agrandies ou réduites. Donc, je sélectionne ma vue, taille du cadre. Je vais conserver l'échelle, donc les proportions, je les verrouille et je peux, à ce moment-là, changer la taille de mon cadre. Là, présentement, il fait 20 pouces, donc je pourrais dire, OK, je veux l'avoir à 15 pouces. Et c'est de cette façon-là que je peux agrandir, réduire mes différentes fenêtres 3D sur mes pages. Oui, non, peut-être. Oui. C'est bon. L'avantage des mises en page Revit, on le sait que dans notre arborescence, évidemment, on peut aller sélectionner nos vues pour aller travailler dedans. On sait que quand on clique sur nos feuilles,
on a un petit plus qui apparaît à côté dès qu'on place une vue sur nos pages. Donc, si je clique sur le plus, on m'indique, ah, tu as mis 3 vues sur cette page-là. Tu as ta liste de dessins, donc qui est ta nomenclature. Tu as mis une vue 3D, puis une vue en plongée. Je peux, à l'aide de cette nomenclature-là, au lieu d'aller chercher dans toute mon arborescence cette vue-là, je peux, en un clic, y avoir accès. Donc, si je clique dessus, je peux aller modifier mon tableau des nomenclatures des pièces, des dessins. Je peux aller travailler dans ma vue de présentation 1. Ah, j'ai mal positionné ma vue, je peux aller la faire pivoter. Dès que je la ferme, ma mise en page est à jour. Donc, je peux, à l'aide de mon arborescence ici, aller dans ma vue pour modifier, ajouter des trucs, ajouter les paramètres de la vue, peu importe. OK? Donc, deuxième petite arborescence, si on veut, mais qui est vraiment en lien avec nos pages. Puis là, on voit vraiment chacune des vues qu'on a mis à l'intérieur. Oui? Non? Peut-être? Oui. Excellent. Donc, c'est tout pour moi ce matin. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous ayez le temps de terminer votre phase préliminaire pour qu'on puisse, la semaine prochaine, faire la vérification par les pairs. Puis, entre-temps, regardez dans Léa, les capsules éclairs, j'en dépose là, au fur et à mesure. Donc, vous allez voir, là, il va en avoir quelques-unes qui vont s'ajouter d'ici le prochain cours. Avez-vous des questions d'ordre général? Oui, ben là, je sais que vous avez dit ce matin que vous alliez faire une vidéo. Oui. Mais est-ce que vous pourriez expliquer rapidement comment on fait les tableaux de mobilier? Donc, les tableaux de mobilier, évidemment, vous avez plusieurs types de mobilier. Donc, mobilier système, vous avez, selon le tableau qui est inscrit là, c'est un tableau de mobilier proprement dit, avec les informations que les fabricants ont intégrées à l'intérieur. Donc, si je prends ce tableau-là, par exemple, moi, j'ai mis mes M1, etc. On s'aperçoit qu'il y a certaines familles qui étaient numérotées différemment. Puis ça se peut aussi dans certains postes types qu'il y ait plusieurs composantes. Puis là, il va essayer de mettre des étiquettes, si on veut, sur la filière, sur toutes les composantes de mon poste. Donc, ça, on ne veut pas ça nécessairement. Donc, quand vous placez vos étiquettes, je vais aller dans mon plan d'aménagement. Donc, si je viens placer une étiquette, plusieurs d'entre vous, donc, vous avez deux principes pour étiqueter. Vous avez les étiquettes par catégorie. Ça, c'est en lien avec la nomenclature par étiquette. Puis si vous placez un symbole, bien là, le symbole, lui, d'équipement ou peu importe, si je place ce symbole-là, lui, il va être en lien avec la nomenclature, ni plus ni moins, intitulée symbole. Okay? Les symboles, c'est des blocs de texte à l'intérieur duquel je vais pouvoir positionner. Si je fais un exemple, là, j'ai un équipement, donc un électro, j'ai une quincaillerie, peu importe. Vous avez plusieurs types d'étiquettes génériques. OK? Donc, les accessoires, vous avez les plomberies. OK? Donc, si je prends cette étiquette-là, par exemple, puis je viens la positionner sur ma plomberie qui est ici. Donc, ça, c'est mon PL1. Peu importe la famille que j'ai insérée, la composante qui est inscrite ici dans mon PL1, ben, c'est un symbole générique. C'est-à-dire que c'est moi qui dois entrer les différentes valeurs à l'intérieur. Okay? Donc, si je fais modifier type ici de mon PL1, c'est moi qui vais aller écrire la série, le modèle, la toilette, la compagnie, etc. Okay? Pourquoi on a deux principes de nomenclature? Ben, c'est qu'en fait,
C'est pas toutes les familles qui sont bien constituées. Puis on est loin encore là, les fabricants ont tous fait les blocs en famille, puis ils ont mis toutes leurs spécifications dedans. Donc, on est encore loin de ça. Si on avait vraiment toutes les familles pour tout ce qu'on spécifie dans notre projet, on utiliserait avec étiquette sans problème, puis ça fonctionne super bien. Okay? Mais on s'aperçoit à l'usage que parfois, quand on fait les tableaux, ben, il nous manque des informations, on n'arrive pas à les positionner dedans. Il faut aller modifier la famille pour aller inscrire les informations dedans. C'est pour ça qu'ils ont fait des étiquettes par symbole, en fait. C'est que là, ce symbole-là, c'est lui qui porte l'information. L'avantage, c'est que je peux rentrer manuellement rapidement les informations qu'il y a dedans. Par contre, si j'ai mal positionné mon symbole, puis je l'ai mis ici, mon PL1, puis j'ai écrit que c'est une toilette, ben c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc, l'erreur humaine peut être là, tandis que par étiquette, si l'information qui est dans la famille, c'est écrit que c'est une toilette, ben ça va être dans le tableau, ça va être inscrit une toilette. OK? Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir là, dans les symboles puis les étiquettes? Oui. Oui, OK. Au niveau du mobilier, donc quand je viens pour faire une étiquette de catégorie, parce que ça, c'est vraiment une catégorie, si je lui dis, mets-moi des étiquettes sur tout. Donc, je vais aller ici, là, je vais dire, tous mes mobiliers, je veux que tu me mettes une étiquette. Au départ, ça semble être une super bonne idée. Par contre, je vais m'apercevoir qu'il va mettre des étiquettes sur tout. Okay, mon poste type, là, il comporte 18 éléments, ben, il va mettre 18 M1, M2, M3, M4. Donc, les petits points d'interrogation, là, c'est des étiquettes pour tout. OK? Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser cette méthode-là. Évidemment, si j'ai plusieurs mobiliers, peut-être ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, moi, j'en ai déjà qui sont inscrits avec les bons numéros. Puis, on voit ici, pour ce poste-là en particulier, ben, j'aurais tendance à enlever ou à supprimer, si on veut, mes petits points d'interrogation, puis placer une étiquette spécifique sur l'objet. OK? Là, à ce moment-là, je n'aurais pas ces petits points d'interrogation-là qui apparaissent. Donc, je pourrais les effacer. Puis là, je pourrais inscrire la valeur qu'il y a dedans. Donc, le M16 qui est apparu, c'est parce que moi, je l'avais appelé M16. Donc, c'est pour ça qu'il prend cette valeur-là d'emblée. Si je fais l'exemple de la chaise ici, il n'y a pas encore de numéro. Donc, si je vais mettre un numéro fictif, là, tiens, 123. Il va me dire, il y en a plusieurs qui comportent le 123, mais il va mettre 123 sur toutes les chaises de même famille. Oui, non, peut-être? Oui. Donc, si je viens voir mon tableau de mobilier maintenant, ben, je vais avoir mon M123, ma chaise Vortex, puisqu'elle comportait déjà de l'information à l'intérieur. Elle n'a pas nécessairement les couleurs, les finis, etc. Ben, ça sera à nous de déterminer qu'est-ce qu'on veut mettre comme info dans notre tableau. On peut supprimer des colonnes, on peut ajouter des champs. Même principe que pour notre tableau de feuilles tantôt. Là, on s'appelle. Oui, vas-y. Ouais, ben, je ne sais pas si vous alliez parler de ça après, mais quand on fait dans ce tableau-là, parce que moi, je l'ai ouvert, puis j'ai 56 doublons. Là. Oui. En fait, ce n'est pas des doublons. Je vais tout de suite en parler. C'est qu'en fait, chaque mobilier peut être décrit de façon détaillée, de façon unitaire ou globalement. Là, c'est comme c'est là, moi, j'ai dit, moi, là, quand tu as plusieurs chaises M2, là, je ne veux pas que tu me détailles toutes les occurrences, sinon j'en ai 16. Ils vont me mettre 16 M2, puis c'est pas ça que je veux. OK? Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai cliqué dans l'onglet Champs. Je lui ai dit dans mon tri, de trier les marques de type. Marques de type, là, c'est vos M1, M2. Je lui ai demandé de les placer par ordre croissant. Puis si j'ai, dans ton cas, il doit être coché, là, détailler chaque occurrence. Si je fais ça, ben là, je vais avoir les 300 000 chaises là, qui viennent de s'afficher, puis même ceux qui ne sont pas nommés encore. OK?
Donc, de cette façon-là, à moi de lui dire, dans mon tri, je ne veux pas avoir chaque occurrence. Et OK. Donc, de cette façon-là. Là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des équipements ou des trucs qui sont nommés différemment, qui viennent de s'afficher dans ce tableau-là. On pourrait régler le tir en lui disant, OK, je vais te mettre un filtre. C'est pour ça que je veux faire une capsule là-dessus, là, parce qu'il y a bien du détail là-dedans. En fait, je pourrais lui dire filtrer les marques de type, puis je veux que tu me montres seulement ceux qui commencent avec un M, par exemple. De cette façon-là, il va me mettre juste les étiquettes qui commencent par M, puisque tout mon mobilier, je lui ai demandé de me les étiqueter avec un M. Si jamais il y a des étiquettes qui sont préétablies par un fournisseur, peu importe, ben, ils ne seront pas identifiés. Ça va être les étiquettes que moi, je vais avoir mis qui vont être affichées à ce moment-là. Oui, non, peut-être. Ah, OK, excusez. Ouais, moi, ça a clarifié, là. OK. J'ai décoché où je l'ai coché, là, l'affaire, vous avez dit, puis Ça a ça règle le fonctionné. problème, là. Ouais. Super. Donc, pour la phase préliminaire, on remplit ça, tout ce qu'on peut dans le tableau, puis on verra s'il y a des trucs particuliers. Bien là, on s'ajustera en cours de route. Mais pour la phase préliminaire, c'est l'information qui est stipulée par les familles. Puis, voilà. C'est bon. Question, insulte ou autre? J'avais une question. Vas-y. Est-ce que vous avez mis genre une sorte de checklist pour la phase préliminaire dans le document OneDrive? En fait, je n'ai pas mis de checklist. Effectivement, je pourrais en mettre une. Ça sera la liste de vérification que vous allez utiliser Ouais. là, par les pairs là, pour faire la vérification de vos collègues. Là. Oui, je pourrais déposer ça. C'est bon, merci. Bien. Donc, je peux arrêter le partage. Je vais rester en arrière-plan pour répondre à vos questions. Sinon, pour moi, les démos aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Est-ce que ça va? Ouais. Merci. Bienvenue.